Madame, monsieur, bonjour. Vous regardez Al24 News. Tout de suite, les titres de ce 13h. En Libye, une réunion a été organisée lundi entre la conseillère du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Stéphanie Williams, et le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi. Objectif, faire le point sur la situation sécuritaire et politique du pays. Tunisie, l'ex-ministre de la Justice Nourdine Bhiri est poursuivi pour octroi illégal de passeports et de certificats de nationalité. Déclaration faite hier par le ministre tunisien de l'Intérieur. Au Yémen, les Houthis exhibent le cargo battant pavillon émirati capturé hier au large de la ville portuaire de Hodeïda. Et les 5 pays membres du Conseil de sécurité, États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni et France, se sont engagés à prévenir la poursuite de la dissémination des armes nucléaires alors que les négociations avec l'Iran se poursuivent. En Libye, une réunion a été organisée lundi entre la conseillère du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Stéphanie Williams, et le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, afin de faire le point sur la situation sécuritaire et politique du pays et discuter des échéances à venir, notamment la tenue d'élections présidentielles pour une rapide sortie de crise. Souhila Kilal. Le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, et la conseillère du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Stéphanie Williams, se sont entretenus lundi à Tripoli, la capitale libyenne, pour passer en revue les derniers développements du processus politique en Libye et faire le point sur les efforts de la mission des Nations Unies pour favoriser une solution politique à la crise libyenne en tenant compte de toutes les parties impliquées dans le processus politique. Lors de cette réunion, les participants ont mis en exergue quelques points importants à une sortie de crise rapide, à savoir l'importance de respecter les conclusions du dialogue politique, de réussir la réconciliation nationale, de préparer la tenue d'élections et de répondre aux aspirations du peuple libyen en édifiant un État unifié et démocratique tout en rétablissant la paix et la stabilité dans le pays. La Chambre des représentants a annoncé de son côté la suspension de sa session consacrée à l'audition de la commission électorale à laquelle il a été demandé de soumettre une proposition pour la date des élections suite à l'annulation des élections présidentielles dont la tenue était prévue pour le 24 décembre dernier. Le président de la commission électorale, Imad Essayah, a expliqué que la tenue des dernières élections avait été empêchée pour plusieurs raisons, notamment des décisions juridiques contradictoires, des jugements rendus après la période prévue par la loi et les menaces à l'encontre de la commission électorale. Pour rappel, les divergences internes persistent entre les institutions officielles libyennes concernant les lois électorales. Ce rendez-vous électoral constitue un espoir pour les Libyens qui aspirent à voir disparaître le conflit armé qui ensanglante leur pays depuis des années. Et suite à la proposition du Mali d'une prorogation de la période de transition de 5 ans, un sommet extraordinaire sur le Mali se tiendra dimanche 9 janvier à Accra, capitale du Ghana, a annoncé la CEDEAO. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a expliqué que cette prorogation sera utile pour avoir les meilleures conditions d'élections libres, transparentes, crédibles et acceptables par tous. Je vous propose de l'écouter. Nous espérons qu'en retour, la CEDEAO pourra venir pour pouvoir engager des discussions techniques avec nous pour voir dans quelle mesure nous pourrons avancer vers une solution consensuelle et l'adoption d'un chronogramme qui puisse consacrer le retour de notre pays dans un ordre constitutionnel normal. Vous savez qu'il y a toujours des discussions possibles pour pouvoir vraiment vérifier le contenu des différentes options qui ont été arrêtées pour arriver à une solution. Et Abdoulaye Diop qui a par ailleurs invité le médiateur pour le Mali à se rendre à Bamako à partir de demain, mercredi. Et en Tunisie, interpellé il y a 3 jours, hospitalisé depuis hier, l'ex-ministre de la Justice, député
et vice-président du parti d'Ennahda en Tunisie, Nordine Bhiri, est poursuivi pour octroi illégal de passeport et de certificat de nationalité. Déclaration faite hier par le ministre tunisien de l'Intérieur, Tawfiq Sharafeddin. S'exprimant sur l'affaire Bhiri sans le nommer, le ministre tunisien a assuré que les récentes décisions d'assignation à résidence ont été prises conformément à la loi et à la suite d'enquêtes actuellement en cours. Et en Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger Cheikh Jassim Ben Hamed Al Thani, représentant personnel de l'émir de l'État du Qatar, qui lui a remis le porte-drapeau de la Coupe arabe de football, remportée récemment par la sélection nationale algérienne de football. كانت عنابيه قلبناها خضراء بعد ما وفيها احرف موطني اللي هي الاغنيه العربيه المشهوره كلها فيعني وطبعا يجي معاها العلم يجي معاها العلم وطبعا بحكم ان الجزائر هي ماخذه البطوله الآن السارية عندكم وممكن تحتفظون فيها وتسلمونها حق المستقبل إذا صارت بطولة ثانية. أنا ما أعرف إذا بتصير إن شاء الله. هذه التقاليد الأحسن تقاليد اللي تقرب نعم. الشيء اللي تفسد السياسة. صحيح. Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, a annoncé que son pays deviendra le 55e État membre du Commonwealth en intégrant l'organisation intergouvernementale en 2022, un tournant très important pour le Gabon, ancienne colonie française. Le président gabonais qui assure toutefois que le Gabon n'abandonnera pas son identité francophone. Je vous propose de l'écouter. En 2022, notre pays devra intégrer la grande famille du Commonwealth, une famille forte de 54 États. C'est un tournant géopolitique majeur pour notre pays qui désire, dans un monde globalisé, s'ouvrir et adhérer à un autre espace multiculturel également porteur pour notre pays. Avec à la clé de nouvelles opportunités pour nos jeunes, pour nos entreprises, par l'apport diplomatique et économique que le Gabon pourra en tirer. Et en Afrique du Sud, l'incendie au Parlement au Cap qui a fait rage pendant 2 jours semble enfin être maîtrisé ce mardi matin. Après une accalmie, le feu avait repris de plus belle dans l'après-midi du lundi, favorisé par un vent fort. Tard dans la soirée, les secours n'avaient encore aucune idée du temps qu'il leur faudrait pour venir à bout du feu, qui a soudainement repris peu avant 16h heure algérienne, sans toutefois faire de victimes. Huit personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi par des hommes armés dans un village du territoire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont indiqué les autorités faisant état de représailles entre villageois de suite du meurtre de 2 personnes. Dans le dossier santé, la situation toujours stable en Algérie. Le bilan d'hier communiqué par le ministère de la Santé fait état de 373 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 274 guérisons et 7 décès enregistrés. Au Madagascar, face à l'augmentation des cas de ces dernières semaines et en prévention d'une recrudescence du Covid-19, après les fêtes de fin d'année, les autorités ont décidé de rouvrir 2 centres pouvant accueillir environ 400 patients, des centres destinés à prendre en charge des formes modérées du coronavirus. Les cas graves restent soignés dans les hôpitaux selon le ministère de la Santé. Covid-19 toujours en France, le projet de loi sur le pass vaccinal toujours pas approuvé. L'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a fait l'objet d'une suspension surprise par l'Assemblée nationale lundi soir. Une majorité de députés ont voté à main levée contre la poursuite des débats après minuit.
Et c'est l'événement incontournable pour tous les amateurs de nouvelles technologies. Le CES, Consumer Electronics Show de Las Vegas, créé en 1967, est devenu le plus grand salon au monde dédié à l'innovation technologique. Cette année, le CES sera raccourci à cause d'Omicron. Ce sera avec un jour de moins. Des grandes firmes ont aussi annulé leur participation à cet événement international. Neila Hamoud. Le méga salon mondial de la haute technologie sera lâché par ses plus grands exposants. Le CES de Las Vegas ouvre quand même ses portes malgré la flambée de Covid. Au prix de quelques grands sacrifices, il finira un jour plus tôt. Il se déroulera donc à Las Vegas du 5 au 7 janvier, au lieu d'une fin prévue le 8. Covid-19 oblige, seuls 2200 exposants ont confirmé leur présence au CES 2022, contre plus de 4500 lors de la dernière édition en présentiel. Les exposants devront être vaccinés et le port du masque sera lui obligatoire. Parmi ceux qui ont annulé, l'opérateur de téléphonie mobile T-Mobile. Son PDG devrait prononcer un discours d'ouverture, annonce qu'il va limiter considérablement sa participation en personne. Le fabricant d'ordinateurs Lenovo, Twitter et la société mère de Facebook Meta seront absents. Pour son édition 2021, le monde de la tech n'avait pas d'autre choix que de s'appuyer sur le numérique. Il est passé au mode virtuel, pandémie de Covid-19 oblige. Le CES 2022 réussira-t-il malgré tout à marquer les esprits des professionnels et amateurs high-tech? Réponse demain, 5 janvier. Et aux Pays-Bas, pour son 4e mandat, le Premier ministre libéral Mark Rutte a dû accepter les exigences de ses partenaires, notamment du Parti social-libéral. Il a formé une équipe quasi paritaire en genre de 20 ministres et 9 secrétaires d'État. Le nouveau gouvernement de Mark Rutte met désormais l'accent sur le social. Mohamed Amin Aberkan. Il est en passe de battre tous les records de longévité au sein du gouvernement des Pays-Bas. Mark Rutte, 54 ans, devra à moins d'une surprise entamer son 4e mandat à la tête du gouvernement du pays. En apparence, rien ne bouge aux Pays-Bas ou pas grand-chose. Mais le Premier ministre repart pour un 4e mandat. Son nouveau gouvernement détaillé dimanche 2 janvier repose sur le même équilibre au terme de 9 mois de tractation. Et pour vaincre le scepticisme ambiant, Mark Rutte devra composer avec une équipe largement remaniée de 20 ministres et 9 secrétaires d'État. Rutte, et conformément à la tradition, reçoit un par un depuis hier lundi, avant la présentation du gouvernement au roi Willem-Alexander et de son intronisation officielle prévue pour le 10 janvier. Présenté à la mi-décembre, après 9 mois de discussion, le programme de la coalition est le reflet d'une relative perte d'influence de Mark Rutte, même s'il a une nouvelle fois conduit son parti à la victoire en mars 2021. Déstabilisé par l'affaire dite des allocations qui avait pénalisé des milliers de familles injustement soupçonnées de fraude aux prestations en faveur des familles, le chef du gouvernement a dû cette fois adopter un discours plus social et accepter les conditions de ses partenaires. La coalition promet une augmentation du revenu minimum de 7,5%. Les crèches seront quasi gratuites pour les parents qui travaillent. Les salaires des enseignants primaires seront alignés sur ceux du secondaire. Dans le même temps, l'exécutif promet des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Ce n'est pas tout, puisque 3 milliards par an sont prévus pour la défense. Et alors que la crise ukrainienne bat son plein, le secrétaire du Conseil de sécurité, Oleksiy Danilov, dément la présence militaire massive des troupes russes à la frontière ukrainienne, qualifiant la menace russe d'attaquer l'Ukraine d'emballement médiatique. Les détails avec Tinine El-Makassi. C'est un nouveau rebondissement dans le bras de fer qui oppose Moscou, Kiev et ses alliés. Le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien Oleksiy Danilov dément la présence massive de militaires russes le long de sa frontière ukrainienne. Ces déclarations interviennent alors que le conflit qui oppose la Russie, l'Ukraine et ses alliés, principalement des pays membres de l'OTAN, est à son paroxysme. D'ailleurs, les déclarations incendiaires fusent de tous les côtés. Certains observateurs parlent même de guerre des mots. Pas loin que le 2 janvier dernier, un communiqué de la Maison-Blanche publié après l'entretien téléphonique entre Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué, je cite, « Les États-Unis et ses alliés répondront énergiquement si la Russie envahit l'Ukraine ».
En dépit de cette montée de temps, les différentes parties se disent vouloir favoriser une solution diplomatique pour une sortie de crise. D'ailleurs, dès le 9 et 10 janvier prochain, des pourparlers auront lieu à Genève entre la Russie et les États-Unis. Ils seront menés par la vice-secrétaire d'État américain Wendy Sherman et son homologue russe Sergei Rabiakov. Ils seront suivis le 12 janvier d'une rencontre Russie-OTAN, puis le 13 janvier d'une réunion dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et ce chiffre, à présent, ils sont 28 395 migrants à avoir traversé la Manche en 2021, un record. C'est tout simplement le triple du chiffre de l'année 2020, une information qui a été donnée par l'agence de presse britannique sur base de chiffres obtenus auprès du ministère britannique de l'Intérieur. Au Yémen, les Houthis exhibent le cargo battant pavillon émirati capturé hier au large de la ville portuaire de Hodeïda. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sari, a affirmé que le cargo transportait du matériel militaire. Le bateau est entré dans les eaux yéménites sans aucune autorisation et se livrait à des actes hostiles. Accusé sur Twitter, Yahya Sari, la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite de son côté parle, elle, d'un navire transportant du matériel médical. Et cette nouvelle action des Houthis qui s'ajoute à la guerre qui dure depuis des années dans ce pays arabe semble ne pas donner de signe d'apaisement, et ce malgré l'intensification des affrontements et l'ampleur sans précédent de la crise humanitaire. C'est un sujet signé Sofiane Barouti. Le porte-parole des forces de défense yéménites liées à Ansarallah, le général Yahya Sari, a annoncé hier l'enlèvement d'un navire battant pavillon émirati au large d'El Hodeïda, zone disputée de haute importance stratégique sur les rives de la mer Rouge. Sari a déclaré que le bateau en question acheminait une cargaison d'armes destinée, je cite, à l'agression du peuple du Yémen. Le même locuteur annoncera le bilan des opérations de l'année en affirmant que les forces armées qu'il représente ont décidé de passer de la défense à l'attaque. Plusieurs actes de piraterie et autres frappes et actes de sabotage maritime ont été enregistrés dans la région ces 2 dernières années, particulièrement dans le golfe arabo-persique. La guerre menée par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis entre dans sa 7e année. Si l'objectif politique premier de rétablir Abd Rabbu Mansour Hadi au pouvoir à Sanaa paraît être compromis, l'intensité des combats, combinée au dur blocus imposé au pays, crée une situation humanitaire décrite par beaucoup d'observateurs comme étant la pire de l'ère contemporaine. Selon l'ONU, la guerre au Yémen a causé la mort de 377 000 personnes, dont plus de la moitié due aux conséquences indirectes du conflit, notamment le manque d'eau potable, la faim et les maladies. Un enfant yéménite de moins de 5 ans meurt toutes les 9 minutes en raison du conflit. La guerre au Yémen est un enjeu majeur pour un panel d'acteurs géopolitiques. Les 2 poids lourds de la région, que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran, semblent tisser des contacts sérieux dans la perspective de la résolution de la crise qui dure depuis trop longtemps. Abu Dhabi, pour sa part, s'est appuyé sur le Conseil de transition du Sud-Yémen et conduit ouvertement l'objectif de contrôler les côtes et les ports stratégiques du Yémen. Elle utilise tous les moyens pour ce faire, y compris en s'appuyant sur sa nouvelle alliance avec l'entité sioniste. La prolongation de cette guerre est une menace permanente et une médiation arabe équilibrée afin de conduire un processus politique de paix et de réconciliation serait sûrement la bienvenue pour éviter plus de morts et de dégâts. Riyad poursuit pour sa part d'autres objectifs, principalement politiques, et doit, en plus de ménager les sensibilités de ses propres citoyens, pour beaucoup proches ou issus de grandes tribus avec des liens solides au Yémen, Riyad doit donc aussi tenir compte des équilibres régionaux et des pressions internationales, surtout celles qui émanent de la nouvelle administration américaine. Biden, apparemment embarrassé par la situation catastrophique au Yémen et par le blocage de toutes les velléités de résolution par voie de médiation, depuis celle conduite par le Mauritanien Ismail Ould Cheikh Ahmed à Oman il y a déjà quelques années.
Et les 5 pays membres du Conseil de sécurité, les États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni et la France sont engagés à prévenir la poursuite de la dissémination des armes nucléaires dans une déclaration commune en pleine négociation avec l'Iran. Ces 5 puissances nucléaires soulignent leur volonté de travailler avec tous les États avec pour objectif ultime un monde exempt d'armes nucléaires, précise la présidence française qui coordonne les travaux de ces pays depuis 2 ans. Un tribunal canadien a accordé une compensation financière de plus de 100 millions de dollars aux familles de 6 personnes décédées à bord d'un Boeing ukrainien abattu par erreur au-dessus de Téhéran il y a près de 2 ans, ont rapporté lundi les médias locaux. L'avion s'était écrasé le 8 janvier 2020 avec 176 personnes à son bord, en majorité des Iraniens et des Canadiens. Et au Liban, le quotidien El Diyar indique que l'économie libanaise devrait être lourdement impactée par la hausse des prix des matières premières, notamment alimentaires et énergétiques. Le Liban nécessite donc 6 milliards de dollars d'aide juste pour couvrir les frais liés aux dépenses publiques et les besoins économiques essentiels au premier semestre de la nouvelle année. À Taïwan, un puissant séisme s'est produit lundi 3 janvier au large de la côte Est. La secousse a été ressentie dans la capitale Taipei sans faire de victimes ou de dégâts. Selon les autorités, le Bureau central de météorologie taïwanais a estimé la magnitude à 6 avec une profondeur de 19 km et un épicentre à 56 km à l'est de Huilien. Et de fortes inondations sur l'île de Sumatra en Indonésie ont provoqué l'évacuation de quelques 24 000 Indonésiens et la mort de 2 enfants, ont indiqué les autorités. Des pluies torrentielles se sont déversées sur le nord de l'île indonésienne depuis le 31 décembre, faisant déborder des cours d'eau et portant le niveau de l'eau jusqu'à 3 mètres dans des zones résidentielles. Et le Premier ministre haïtien Ariel Henry a dénoncé une tentative d'assassinat contre sa personne lors des célébrations de la fête nationale organisée samedi dans la ville de Gonaïves. Ariel Henry et les officiels présents ont été contraints de fuir précipitamment la ville des suites d'affrontements entre la police et des groupes armés. Elizabeth Holmes, ancienne star de la Silicon Valley qui promettait de révolutionner les tests sanguins avec sa start-up Theranos, a été condamnée lundi pour fraude par un tribunal de Californie. Après plus de 3 mois de procès et 50 heures de délibération, le jury du tribunal de San José l'a reconnue coupable d'escroquerie envers des investisseurs, mais l'a acquittée de certains chefs d'accusation. Et après une période des fêtes marquée par des températures particulièrement douces, une tempête de neige a balayé lundi Washington et sa région, entraînant la fermeture des services fédéraux et des écoles, l'arrêt des bus et accentuant les perturbations du trafic aérien. Le leader de l'opposition au Venezuela, Juan Guaidó, qui s'était proclamé président par intérim du pays pour tenter d'évincer le président Nicolás Maduro, a été confirmé à ce poste pour un an dans la nuit de lundi à mardi 4 janvier par l'Assemblée nationale sans pouvoir élue en 2015. Économie, malgré les inquiétudes du nouveau variant Omicron, les cours du pétrole repartent à la hausse avant la tenue de la période de la première réunion de l'OPEP et de leurs alliés OPEP+ de 2022. Les observateurs s'attendent à ce que la décision de production de 400 000 barils par jour sera maintenue. Mohamed Wali Ben Chaban. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés OPEP+, qui se réunissent cet après-midi, devrait poursuivre l'ouverture progressive des vannes tant que la demande de pétrole n'a pas été affectée par la propagation du variant Omicron. Selon les prévisions des observateurs du marché pétrolier, l'augmentation graduelle de la production pourrait être maintenue lors de cette 24e session à 400 000 barils par jour.
Dans la matinée d'aujourd'hui, les cours du pétrole ont débuté la journée sur une bonne note, atteignant la barre de 79,28 $, et ce après avoir fluctué lundi pour la première séance du nouvel exercice de 2022. Le prix du pétrole de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a gagné ce matin 0,30% à 79,28 $. À New York, le baril du West Texas Intermediate auprès du NYMEX pour livraison en février a augmenté de 0,38% à 76,37 $. En référence au rapport mensuel de l'OPEP sur le marché pétrolier, la demande mondiale de pétrole devrait atteindre 100,6 millions de barils par jour en 2022, dépassant les niveaux d'avant la pandémie. La 24e réunion ministérielle des 23 pays de l'OPEP+, se tiendra en début de l'après-midi afin d'examiner la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court terme. Et le Koweïtien Haytham El-Reis a été nommé lundi secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, annoncé le cartel. Fort d'une expérience de plusieurs années dans le secteur, le nouveau patron de l'organisation intergouvernementale prendra ses fonctions en août pour 3 ans. Il remplacera le Nigérien Mohamed Barkindo en poste depuis 2016. Et la situation économique qui se complique en Turquie, l'inflation s'est envolée à 36,8% sur un an en décembre en Turquie, un record depuis septembre 2002 dû à la dégringolade de la livre turque qui place le président Recep Tayyip Erdogan en position inconfortable à 18 mois de la prochaine élection présidentielle. Du sport à présent, à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale algérienne est en stage à Doha depuis le 27 décembre. Les protégés de Djemal Belmadi effectueront une séance d'entraînement cet après-midi avant d'affronter demain l'équipe du Ghana en match amical au stade Education City Stadium à partir de 17h. Le match face au Ghana est le premier et dernier match de préparation des Verts avant de s'envoler à Douala, au Cameroun. Et justement, pour parler de cette CAN, nous avons en direct avec nous l'entraîneur du club suisse Lugano, M. Mattia Crocci-Torti. Bonjour, M. Mattia. Bonjour. Alors, tout d'abord, vous, en tant qu'entraîneur, comment voyez-vous cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations ? Pour moi, c'est une Coupe d'Afrique exceptionnelle. Il y a des grandes équipes comme Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria. Et il y a vraiment plein d'étoiles, des grands joueurs comme Salah, comme Mané, comme Aubameyang. Et je crois qu'il sera en Coupe d'Afrique vraiment en haut niveau. Très bien. Et pour la CAN, puisque c'est une compétition continentale suivie aux 4 coins du monde, est-ce l'occasion pour vous, par exemple, en tant qu'entraîneur, de tenter de dénicher la perle rare ? Oui, plutôt que pour moi, entraîneur, je pense que pour le directeur sportif ou pour l'observateur, c'est beaucoup important cette coupe. Je pense qu'il y a des équipes, les grandes équipes, qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup connus, mais il y a vraiment ce perle rare de trouver dans les équipes qui ne sont pas grands comme la vôtre, comme Zimbabwe, comme Mauritanie, comme autre équipe, Capo Verde, comme ça, qu'ils ont sûrement des bons joueurs que personne en Europe ne connaît pas encore. Alors, Monsieur Mattia, vous avez dans vos rangs un joueur algérien qui prendra part à cette CAN. Il s'agit de Mohamed Lamine Amora. Comment vous évaluez c'est-à-dire le niveau de Amora dans le championnat suisse ? Amora qui est souvent utilisé en tant que joker, rappelons-le. Oui, Amora, c'est un joueur très, très, très intéressant. Il a vraiment de talent. C'est un joueur exceptionnel et rapide. Lui, il est arrivé dans notre équipe quand le championnat s'était déjà commencé. Il est arrivé à la 7e journée. Et alors, il y a eu un peu de temps pour trouver le juste dynamique et l'équilibre pour entrer dans l'équipe. Je pense qu'il a eu seulement des difficultés pour la langue parce qu'il parle arabe et pas bien le français. Mais maintenant, je pense que dans le retour, dans février, il devient un joueur vraiment important pour mon équipe. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mattia. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur de l'équipe du club suisse Lugano. Merci beaucoup et merci à vous.
Merci. Alors voilà, c'est avec cette information que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Amelam Zienzitouni. Et c'est Fatma Mhenni qui vous donne rendez-vous pour l'édition de 19h. Bonne suite des programmes sur Al 24 News.